Bonjour, eh bien, on se retrouve pour une table ronde consacrée à l'eau, avec beaucoup d'invités cette fois. Donc la problématique aujourd'hui qu'on souhaite évoquer, ce sont l'impact des changements climatiques sur les ressources en eau. Donc pour ce faire, nous avons deux membres d'une ONG, Solidarité Internationale. Nous avons André Berne, le directeur de l'agence Seine-Normandie, et Monsieur Jost, président du secrétariat international de l'eau et de la solidarité eau Europe. Et pour commencer, je propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc les changements climatiques, on en entend beaucoup parler. Et vous qui intervenez dans le monde entier pour faire de l'humanitaire et un peu de suivi ensuite, est-ce que vous pouvez nous dire que c'est une réalité? Qu'est-ce que vous observez sur le terrain en fait? Alors pour vous dresser un peu le tableau, Solidarité Internationale est une association humanitaire, une ONG qui intervient aujourd'hui dans un peu plus de 19 ou 20 pays. Notre mission, elle est simple, c'est venir en aide aux personnes qui sont frappées par un conflit, par une catastrophe naturelle ou une épidémie. On est engagé depuis 35 ans pour l'accès à l'eau potable pour tous et à l'assainissement pour tous dans le monde. Concrètement, ça se traduit par une crise au Sahel, une sécheresse, un conflit en Syrie, une crise soudaine au Népal ou aux Philippines. Nos équipes ont pour mission de faciliter l'accès à l'eau potable des sinistrés et de mettre en œuvre des infrastructures sanitaires qui vont être indispensables pour réduire les risques liés à la santé et qui ont aussi des risques liés à la mortalité. Donc concrètement, des forages, des puits, des toilettes, et j'en passe. Et ce qui est intéressant avec Solidarité Internationale, enfin, c'est pour ça qu'on a souhaité vous inviter, c'est que l'eau est vraiment un axe essentiel pour vous d'action. Ouais, c'est vraiment notre gros cheval de bataille. Voilà, 35 ans d'engagement pour l'accès à l'eau potable pour tous dans le monde. Dans des pays où effectivement on a des populations très 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 vulnérables à cause d'un conflit et d'une catastrophe naturelle. Et ce qu'on observe, nous, à notre échelle, sur le terrain, c'est que les catastrophes naturelles se multiplient. Quand on parle de sécheresse dans la Corne de l'Afrique ou dans le Sahel, ça veut dire qu'il y a toujours eu des sécheresses. C'est un phénomène naturel. Sauf que là, depuis 10 ans, 15 ans, elles se multiplient, elles sont de plus en plus fortes, de plus en plus récurrentes. Une sécheresse qu'on pouvait avoir en Somalie ou au Kenya tous les 7 ans, aujourd'hui c'est pratiquement tous les ans. Donc nous, effectivement, on agit en urgence et puis on a été obligé de se professionnaliser, d'augmenter nos savoir-faire pour pouvoir aider les gens à faire face à des catastrophes comme ça au long cours dont on parle très peu, puisque c'est pas spectaculaire, mais il y a un glissement comme ça et du coup on a dû intervenir sur des axes comme ça liés directement au réchauffement climatique. Et ça, c'est Jean-Marc, mon collègue, qui est expert en eau, hygiène et assainissement, qui vous en parlera avec différents exemples sur le terrain. Oui, donc Jean-Marc Leblanc, donc vous êtes technicien, vous allez beaucoup sur le terrain et vous observez vraiment concrètement des effets, c'est ça? Que ce soit trop d'eau, pas assez? Voilà. Alors comme le disait Renaud, même si nous, on n'a pas la perspective historique lorsqu'on arrive dans un pays en crise suite à une catastrophe naturelle, mais ce qui est sûr, les gens nous en parlent, les gens avec lesquels et pour lesquels nous travaillons nous parlent justement de ces changements du climat, de ces sécheresses à répétition, des inondations. Et donc, de fait, c'est quelque chose que nous constatons. Et nos activités ont, avec le temps, basculé de réponse à des crises liées à des conflits à de plus en plus de réponses liées à des catastrophes naturelles d'origine hydroclimatique. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on constate, en tout cas, dans la réponse et en discutant avec les gens sur le terrain. Et suivant les zones du monde où vous intervenez, quels sont en fait les effets? Alors, les effets peuvent être très différents d'une zone géographique à l'autre. Renaud vous parlait de la sécheresse de la Corne de l'Afrique de ces dernières années. Donc, manque d'eau, même si ce sont des zones avec une pluviométrie très faible une grande partie de l'année.
ces dernières années, il y a eu des saisons normalement pluvieuses qui ne l'ont pas été ou très peu et qui ont eu des conséquences sur les modes de vie, les moyens d'existence des populations. Donc des populations qui élèvent des animaux et qui doivent se déplacer en quête de pâturage et d'eau, donc pour leurs troupeaux, mais aussi pour eux-mêmes. Donc pas d'eau, donc migration. Et à tel point que dans la Corne de l'Afrique, donc Kenya-Somalie, solidarité internationale avec d'autres ONG et autres agences onusiennes, nous avons dû intervenir justement pour fournir de l'eau à ces populations qui avaient parcouru des centaines, voire des milliers de kilomètres pour essayer justement de trouver de l'eau. Ça peut être à l'inverse, un excès d'eau. En Asie par exemple, donc des moussons très très pluvieuses avec énormément d'inondations. Et puis on peut aussi, parce que le pire n'est jamais à exclure, rajouter un typhon qui ne fait qu'empirer les choses. Donc manque d'eau, excès d'eau, impact aussi sur la qualité de l'eau. Donc c'est là aussi où nous intervenons. Donc en fournissant une eau potable aux populations qui souffrent soit de sécheresse, soit d'inondation. Sans oublier que l'eau, c'est la vie pour les hommes, mais aussi pour les animaux. Et donc il y a toujours la dimension multi-usage, multi-usager qu'on doit prendre en compte lorsqu'on répond suite à une crise. D'accord, donc l'impact du changement climatique est déjà tout à fait palpable dans le monde. Et je propose, pour commencer cette table ronde, de demander aussi de s'intéresser un peu au local. Et donc André Berne, Agence Seine-Normandie, merci d'être là. Pouvez-vous nous expliquer un peu si aujourd'hui le réchauffement climatique, pour ce qui nous concerne, a un impact local ? Ou si ce n'est qu'encore qu'un futur, que des prospections? Alors, le réchauffement climatique dont on parle, c'est un réchauffement pour le futur, pour le moyen terme, c'est-à-dire les 10 à 50 prochaines années à venir, voire 100. Ensuite, on ne sait pas du tout. Sur le plan local, on a aussi beaucoup d'incertitudes, parce qu'on a des modèles généraux terrestres qui indiquent un réchauffement de la planète, avec déjà des incertitudes sur le nombre de degrés qu'on va gagner. Et plus on va dans le précis, donc déjà l'Europe, les continents, c'est précis, la France, c'est très très précis, le bassin Saint-Denis, c'est hyper précis, plus c'est incertain. Alors il y a plein d'études qui ont été faites par des climatologues, par des hydrologues, et toutes semblent montrer qu'il y aurait donc un effet dépressif global sur la ressource, c'est-à-dire une diminution de la ressource en eau. Mais sinon, en Normandie, le trait de côte a-t-il déjà évolué? Risque-t-il d'évoluer? Est-ce qu'on redoute aussi une montée des eaux, une pollution éventuelle des nappes phréatiques par de l'eau de mer? Quelles sont en fait les problématiques qui concernent la Normandie? Ah, vous êtes sur la Normandie, d'accord, parce que là, ça dépend de ce qu'on appelle le local. Le principal problème avant la mer, ça va être le problème des nappes phréatiques et des rivières. Parce que ce qui est prévu pour l'instant, ce sont des prévisions, évidemment, ça n'a pas une valeur scientifique absolue, c'est grosso modo une baisse de à peu près 30% des ressources, et notamment une baisse très forte des ressources d'étiage. L'étiage, c'est la période là où on est actuellement, donc été, fin d'été, avec des débits de rivière assez bas, des nappes assez basses, qui tombent dans une conjonction d'autant plus mauvaise que, en parallèle, il y a des projets importants de développement de l'axe Seine qui vont le Grand Paris, qui vont impacter la Normandie, puisque maintenant l'un des projets forts de notre pays, c'est justement le développement de la sortie maritime de Paris à travers la Seine, etc. Donc la conjonction de ces deux phénomènes qui sont contradictoires l'un avec l'autre, avec un accroissement donc, de la pression anthropique des populations, des activités industrielles, des activités économiques, ce qui nécessite plus d'eau et ce qui provoque plus de rejets,
et en même temps une ressource, par exemple, sur la rivière Seine, qui est déjà une rivière toute petite par rapport au nombre d'habitants qu'elle recouvre, qui sera en dépression. Donc comment on arrive à faire tenir tout ça, c'est une équation extrêmement difficile. En fait, c'est un premier sujet. Un second sujet qu'on nous annonce aussi, c'est une variabilité plus forte dans les événements climatiques, c'est-à-dire qu'à contrario, s'il y a des sécheresses plus fortes, il est possible aussi qu'il y ait des inondations plus fortes. Voilà. Alors le problème maritime ensuite vient probablement après, parce que la mer monte, de toute façon elle monte depuis fort longtemps, et elle continuera à monter, et elle monte dans des territoires qui heureusement pour nous, pour la Normandie, ne sont pas extrêmement plats. On n'est pas dans des zones comme le Bangladesh où il y a des gens qui à 100 km des côtes sont à 1 mètre d'altitude. La Haute-Normandie, c'est des falaises. La Basse-Normandie, il y a moins de falaises, mais il y a encore des hauteurs. Donc, ça sera des problèmes peut-être ponctuels, mais pas aussi importants qu'ailleurs. Donc, si je vous écoute, ici, localement, les changements climatiques auront un impact, mais dans un futur proche, mais un futur. Contrairement à ce que nous rapporte Solidarité Internationale, qui constate déjà des perturbations climatiques qui impactent l'Afrique, l'Asie. Donc on a un peu de répit, c'est ça? Pas vraiment, parce que dans toutes ces matières qui nécessitent une prospective et une vision à long terme, il faut se préparer maintenant à ce qui va se passer dans 10 ou 20 ans. Le jour où on sera devant le problème climatique, ce sera trop tard pour s'y préparer. C'est donc maintenant qu'il faut commencer à avoir une attitude, je dirais, intelligente, respectueuse de l'environnement, prédictive. En bon père de famille, il faut arrêter de gaspiller nos ressources. On est encore dans une, je pense, problématique de gaspillage, et il y a encore, je pense, des réflexes où on pense que les ressources sont illimitées. Alors les ressources ne sont pas illimitées. Donc dès maintenant, il faut se prémunir de ça, parce que si on n'y pense pas maintenant, quand on sera devant le fait, ça sera beaucoup trop tard. Donc il faut sensibiliser, préparer les esprits. Et là, Raymond Jost, je pense, a son mot à dire, puisque c'est un peu... c'est une des missions principales du Secrétariat international de l'eau et de la solidarité eau-Europe, qui est l'émanation européenne. Donc Raymond Jost, est-ce que... à l'écoute de nos invités, qu'est-ce que ça vous évoque? Écoutez, d'abord, je pense que ce qui est sorti de nos collègues qui viennent de parler... Excusez-moi. Oui. Voilà, ce qui est sorti, c'est que ce n'est pas simple, l'eau. Et la gestion de l'eau est très complexe. Parce qu'il y a bien sûr l'eau essentielle de vie, qui est l'eau potable d'assainissement, mais vous avez tous les autres usages. Et aujourd'hui, il est démontré que peu importe le type de solution, peu importe où on est, c'est quand même la gestion intégrée, c'est quand même la gestion par bassin, finalement, qui semble être une solution et où il faut préparer les gens. Alors nous, on est dans le monde entier, nous sommes 300 personnes qui, venant de différents horizons, nous consacrons à sensibiliser, nous consacrons à conseiller et surtout au plaidoyer. Et dans notre réflexion, après, nous avons 25 ans, il y a 10 ans, comme nous travaillons aussi avec l'eau, mais l'eau comme symbole culturel, comme symbole artistique, comme symbole émotif, on s'est rendu compte que peu importe le type de professionnalisme que j'incarne, nous restons tous sensibles à ces dimensions-là. Et nous avons parti, à travers l'image, les RIEC, qui se réunissent à tous les 3 ans. Ce sont les rencontres internationales au cinéma, voilà. C'est cela. Et entre-temps, est un processus permanent qui touche toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, on parle de parties prenantes, et qui fait son petit bout de chemin et qui contribue à cette sensibilisation, à cette compréhension et finalement à ces rapprochements entre les différents types de professionnels et de non-professionnels pour essayer d'endiguer ce que l'on sait maintenant et qui s'installera à des rythmes différents, comme monsieur vient de le dire avant. Donc vous nous avez amené une sélection, justement, voilà. Une petite sélection de courts-métrages. Voilà.
sélectionnées donc par les RIEC. Oui, Et je vous propose d'en visionner quelques-unes. voilà. Donc, Ben, je pense que l'image vaut 10 000 mots, non? Une belle image vaut... voilà. Voilà. donc, on regarde Ouais. et on en parle après. Buenos días, doctor. Buenas. ¿Qué le sucede? Verá, desde hace un tiempo sufro de gases nocivos. Mi vegetación está desapareciendo. Mis desiertos empiezan a ocupar demasiada superficie. Incluso creo que me está subiendo la temperatura. Vaya, vaya. Veamos. La exploración nos dirá cuál es el origen de su malestar. Ajá. Está claro. Usted lo que tiene es... humanidad. Oh, ¿y es grave? Depende de cómo evolucione. Si el desarrollo actual continúa, podría acabar con usted. ¿Y no existe algún remedio? Sí. Se curará si la humanidad en conjunto se comporta de forma inteligente. ¿Pero eso es posible? ¿Tengo alguna esperanza? No lo sé. ¿La tiene? Une petite sélection de films très variés qui viennent du monde entier. Je voulais revenir sur le premier cours qui, lui, évoque la fonte des glaciers. Et là, c'est 1/6 de la population qui est concernée directement et qui puise son eau auprès de ces eaux,
qui dépend directement des glaciers. Et j'aimerais vous demander, peut-être Jean-Marc, ce que vous avez pensé du court-métrage sur l'Inde. Alors, le court-métrage où on voyait un monsieur et une partie de la population récupérer de l'eau de pluie avec différents ustensiles, parapluies ou autres, ça évoque des choses qu'on voit fréquemment sur le terrain. Il y a, dans des contextes où l'eau est rare une partie de l'année, des mises en place de techniques pour récupérer l'eau et pour l'utiliser d'une manière parcimonieuse. Donc là, je m'associe à ce que disait M. Bern. On découvre sur le terrain que l'eau n'est pas forcément gaspillée, et moins on a d'eau, moins on la gaspille. Et effectivement, la collecte d'eau de pluie, c'est une possibilité, comme une autre, pour des usages complémentaires de l'eau. Parfois, lorsqu'on n'a pas le choix, l'eau collectée est bue. Donc on le voit fréquemment sur le terrain. Après, nous, on peut mettre en place également ce genre d'activité, mais plus pour d'autres usages, lavage des mains et autres usages domestiques à la maison. Mais ce sont des pratiques qui existent sur le terrain, qui existaient dans certaines régions en France il y a quelques années. Donc ça fait partie de possibilités techniques, technologiques, plus ou moins simples pour avoir un complément d'eau à une certaine période de l'année. Donc voilà, donc là c'est un court-métrage qui nous raconte une réalité, mais de façon très poétique. C'est ça, c'est-à-dire qu'on nous raconte une histoire, on a de l'image, de l'émotion, qui s'appuie pourtant sur une réalité. Donc ça, c'est un peu ce que vous aimez, vous, dans les RIAC ? Oui, et puis c'est aussi pour décloisonner les savoirs et les intentions, puisque pendant très longtemps, l'eau était une question de technicien, est une question d'ingénieur. Le client, le consommateur de base était très peu concerné. Donc il est clair que si l'on veut donner suite à la révolution de l'eau d'une certaine façon, il faut qu'on s'y mette tous. Et il faut développer des langages. Parce que vous ne touchez pas le technicien, les gens du savoir, de la même façon que vous touchez le consommateur. Il y a donc des langages différents à développer et des messages. Mais on s'est rendu compte que par le biais de la culture et par ce biais de la tradition, on arrive à faire comprendre un tas de choses et de modifier l'approche et de modifier la façon de penser. Et dans ce sens-là, ça provoque des rapprochements, des fonctionnements où vous regroupez les différents acteurs. C'est fédérateur. Voilà pourquoi le choix de l'image. Et l'image avec tout ce que ça implique, son émotion. Je crois que, André Bern, vous êtes, via l'agence Seine-Normandie, vous supportez également, vous soutenez ce genre d'action. Oui, tout à fait, parce que, comme vient de le dire M. Jost, on est plus convaincu par l'émotion que par la raison. Regardez ce qui se passe actuellement avec les migrants. Une seule photo fait basculer les gouvernements, les pays, etc. Donc c'est pareil, je pense, pour l'eau. On aura beau avoir des discours très techniques ou technocratiques, les gens, ça ne les touchera pas. Si on leur montre par un petit exemple, là, on voit l'Indien qui récupère de l'eau dans son parapluie, et puis ça parle au cœur directement et c'est beaucoup plus convaincant. Et c'est un vrai sujet parce que la situation, quand même, est extrêmement grave. On s'en rend pas compte, mais on va vraiment dans le mur. Et actuellement, au lieu de freiner, on accélère. On accélère actuellement, alors qu'il faudrait qu'on freine. Voilà, donc il faut à un moment donné qu'on bascule sur cette conscientisation, et je pense qu'on n'a pas encore basculé. On est encore dans un paradigme où on pense qu'on va produire plus en consommant plus d'eau, plus d'énergie, en ayant notre confort encore plus confortable, si je peux dire. Et c'est juste pas possible, quoi. À un moment donné, on va être dans le mur. D'où l'urgence d'intervenir dès maintenant. Nous avons un dernier court-métrage justement à diffuser qui a été fait par l'agence de l'eau du Rhône, pardon. Rhône-Méditerranée, Corse. Rhône-Méditerranée, voilà. Et qui est très didactique et qui effectivement nous permet de mieux
Donc je vais le lancer. Ah. Et c'est les RIAC également qui nous l'ont recommandé. Donc voilà, un court-métrage didactique. Positif aussi parce qu'il apporte énormément de solutions, enfin des réponses aux questionnements. Donc André Berne, on peut vous... Donc là, on a eu toute une série de choses à faire. Est-ce qu'on les fait vraiment ? Je crois que le problème est dans la gestion, je dirais, toujours verticale et séparée des politiques et pas dans une gestion intégrée. C'est-à-dire qu'on va réunir une grande réunion internationale, la COP21, et on va parler du climat. Et puis peut-être le lendemain, on va traiter des transports ou de l'économie, etc. Et à ce moment-là, on oubliera que ça aussi, ça impacte sur le climat. Je prends l'exemple de l'agriculture. L'agriculture, on a un véritable problème parce qu'on a une agriculture qui est très consommatrice d'eau, qui va l'être de plus en plus, puisque s'il fait de plus en plus sec, les plantes auront besoin de plus en plus d'eau. Et donc, si on veut les irriguer, il faudra irriguer de plus en plus. Donc, quand on traite du climat, on va dire des choses très intéressantes sur l'agriculture. On va dire ce qui est dans le petit film là. Essayons de trouver des plantes qui consomment moins d'eau. Essayons de gérer l'eau différemment, par exemple dans la manière de faire les sillons.
Et puis peut-être que le jour où on va avoir une réunion sur l'agriculture, on oubliera tout ça et puis on va aller voir des problèmes qui sont sérieux, qui sont importants du revenu des agriculteurs ou de la productivité. Et puis personne dira mais attention, si on pense à cette démarche, il y aura un effet sur les autres pans de la société. Et je crois que c'est le sujet en fait, c'est qu'on ne raisonne pas de manière assez globale. Donc il y a encore beaucoup de travail. Hein. Oui, je prends l'exemple de l'agriculture, on est encore dans une idée d'augmentation de la production pour pouvoir augmenter le revenu agricole, etc. Ce qui est un non-sens, parce que de toute façon, plus on va augmenter la production, plus le revenu agricole va baisser. Donc il faut faire exactement l'inverse. Il faut trouver des plantes qui vont pouvoir se passer d'irrigation. Il faut trouver des produits qui seront meilleurs pour la santé, des produits qui seront peut-être moins intensifs en production, mais plus en qualité, etc. Et dans chaque domaine, la ville, on a vu quelque chose de très intéressant. Là, il faut arrêter d'imperméabiliser les villes, c'est parfaitement exact. Mais le jour où on se réunit au conseil municipal sur le plan du humanisme, personne ne va penser à ça. Donc c'est ça le sujet. Et donc il faut acculturer l'ensemble de la population, des décideurs, pour que chaque fois qu'ils vont parler d'un problème spécifique, ils pensent aussi environnement, climat, eau. Et je pense que ce genre de festival où on essaie de toucher les gens par l'image, c'est une manière aussi qui est toujours quelque chose au fin fond du cerveau, et plutôt devant qu'au fin fond d'ailleurs, qui vous disent aujourd'hui je vais parler de la politique des transports en commun. Par exemple, on va développer les autobus là. Oui. On parle des trains. Bon, je ne sais pas si quand on a décidé de ça, on a pensé que ça aussi aurait des effets sur l'environnement, peut-être pas extra. Oui. Donc voilà, chaque fois qu'on traite d'un pan de la société, pensons aussi à l'environnement, parce que c'est l'environnement qui nous fait vivre. La planète Terre, elle nous donne tout. Il n'y a absolument rien qu'on utilise dans ce qu'on mange, dans la manière dont on est habillé. Les voitures, on roule, tout, les maisons, tout vient de la Terre. Et si la Terre, on ne la préserve pas, un jour, on le voyait bien, c'était très bien le petit film espagnol. Mais ça, c'est un là. discours qu'on entend constamment, mais qui en fait ne reste qu'un beau discours. C'est cela. Oui, je sais, mais c'est bien, c'est bien le problème. Le problème, il est bien là. C'est le problème. Et je me retourne vers vous parce que ces problématiques qui existent donc en France, comme on vient de l'entendre, est-ce que... Bon, après, vous travaillez sur des terrains beaucoup plus en souffrance, qui connaissent des catastrophes naturelles, des vraies tragédies, mais est-ce qu'il y a aussi cette problématique ? Il y a peut-être des chiffres à rappeler. En France, on l'a oublié depuis très longtemps, ça, mais il y a 3,5 milliards de personnes sur Terre qui boivent une eau qui est encore dangereuse pour leur santé. Voilà. En France, on est quand même très très loin de cette... voilà. Il y a 99% des gens qui, j'imagine, ont accès à une eau potable. Voilà. Ce qui n'est pas le cas du tout dans le monde entier. Il y a 2 milliards de personnes qui utilisent encore de l'eau qui est contaminée par des matières fécales. Voilà. C'est un chiffre aussi qui est très loin de chez nous. Et très loin et en même temps très proche, si on continue un peu... donc ils s'empoisonnent avec l'eau. Exactement. On compte à peu près, on dit que dans les pays en voie de développement, il y a 76% des femmes et des enfants qui passent 140 millions d'heures chaque jour à aller chercher de l'eau. Alors c'est des chiffres qui n'ont plus aucun sens au bout d'un moment, mais c'est tellement gros en fait qu'on a du mal à s'imaginer. Voilà. 2,6 milliards de personnes n'ont toujours pas de toilette. Voilà. Encore 1 milliard d'entre elles qui font caca dehors. Voilà ce que ça veut dire. Il y a plus de personnes sans accès à un robinet d'eau potable et à des toilettes décentes en ville qu'il y a 10 ans. Voilà. Oui. La population urbaine explose, en même temps les structures sanitaires et d'eau potable ne se développent pas. Il y a 272 millions de journées d'école qui sont manquées à cause du manque de toilettes. Voilà, encore un gros chiffre. Le dernier, et sur lequel qui nous intéresse et sur lequel on travaille, c'est qu'il y a 2,6 millions de personnes qui meurent chaque année des suites d'un manque d'accès à l'eau, à l'eau potable, à l'eau en général, à l'hygiène et à l'assainissement. Voilà. Donc c'est vrai que quand on voit ces petits films didactiques, quand on voit ces festivals qui nous permettent de parler d'eau, ça nous permet de rappeler aussi quelque chose qui nous concerne parce que c'est le monde qui nous entoure. Voilà. Évidemment, on est très loin de ça en France, il n'y a pas ces risques que demain les gens meurent parce qu'ils n'ont plus d'accès à l'eau. Exactement. Sauf que on parle aujourd'hui de la dengue qui pourrait réapparaître en Europe. Voilà. La dengue, c'est lié à l'eau. C'est les moustiques qui se reproduisent, etc. Et là, c'est réchauffement climatique, c'est ça ? Exactement. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qui vont arriver. Les risques naturels, il y a 90% des catastrophes naturelles qui sont liées à l'eau.
En France, on a déjà entendu des inondations. Moi, quand j'étais petit, c'était le Var, et puis il y en a eu il n'y a pas longtemps en Oui, ça arrive Bretagne, encore, etc. ouais. Enfin, voilà. Et ces épisodes-là vont se répéter. Donc si on ne fait rien, ça se répétera de plus en plus fort et de façon de plus en plus rapprochée. Donc nous, on rapporte des mauvaises nouvelles. On est dans les pays qui sont en guerre, des pays qui en plus d'être en guerre, sont proie à des catastrophes naturelles récurrentes. Sauf que c'est peut-être demain, si on continue comme ça, si on n'a pas une action globale, intégrée, une gestion intégrée de tous ces problèmes-là, c'est peut-être quelque chose qui nous attend dans 100 ans pour peut-être mes enfants, mes petits-enfants, etc. Donc forcément, nous on rapporte des mauvaises nouvelles, et c'est vrai que c'est moins poétique qu'un dessin animé, et c'est pour ça que je suis très content d'être invité ici, pour pouvoir voir qu'il y a des gens qui parlent beaucoup mieux que nous, de façon plus poétique et plus positive. Sauf que c'est une réalité dont il faut avoir vraiment conscience. Voilà. Après, sur le terrain, on parlait tout à l'heure, j'ai entendu des semences plus résistantes à l'eau, des plantes plus résistantes. C'est quelque chose qu'on fait nous à notre échelle. Hein. On aide 5 millions de personnes dans le monde chaque année, donc on n'est pas à l'échelle de la planète entière. Mais il y a des exemples dans des pays bien plus pauvres que chez nous, avec des situations, des gens qui sont en guerre, etc. On arrive quand même à faire ces choses-là. Ça, Jean-Marc vous en parlera, donc pourquoi pas en France, évidemment. Ouais. Tout à fait. Bah oui, parce qu'en fait, quand on entend tout cela, on a envie de... Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Quelle piste le citoyen, l'individu peut-il avoir pour peut-être participer à son échelle? Je crois que le problème, il est posé. Bon, on a encore quelques incertitudes, mais si on attend d'avoir réglé toute la connaissance, ça sera trop tard. Donc, il faut agir maintenant. Donc, le problème, il est posé. Je crois qu'on sait à peu près ce qu'il faut faire, mais simplement, ça heurte un certain nombre d'autres intérêts, légitimes certes, mais économiques, de confort, de richesse ou de vision du monde, qu'il va falloir dépasser. Parce que on sait quel est le problème, on sait comment y faire face, et maintenant il faut arriver à faire en sorte qu'on règle les questions. Mais c'est pas évident, parce qu'il y a des sujets, moi je connais bien des sujets dans mon domaine, où on sait depuis très longtemps ce qu'il faut faire, on sait très longtemps quel est le problème, mais on ne le fait pas parce qu'il y a X ou Y problèmes qui se posent. Mais là, la situation est sérieuse, parce que c'est quand même toute l'humanité, et puis pas que l'humanité, il faut aussi qu'on pense aux autres. Hein. Il y a des animaux, des plantes, etc., qui est en danger. La Terre est en surchauffe, donc il faut qu'on arrête de mettre du charbon dans la chaudière. Hein. Il faut qu'on passe à... Voilà, il faut qu'on arrête la surchauffe. Monsieur Josse, c'est un peu... je pense que vous êtes... ça vous convient ce que vous entendez là? C'est bien le message que vous essayez de faire passer? Alors, d'abord, vous savez combien il y a de réseaux dans le système des Nations Unies qui s'occupent d'eau? Je pense qu'on est à 33 ou 34 réseaux. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, ça? Oui, il y a entre 33 et 34 réseaux différents qui revendiquent tous le mandat de gérer l'eau. Bon, c'est effrayant. Pourquoi c'est effrayant? Il faut... Parce que personne n'a travaillé ensemble. Non, mais c'est-à-dire que ça fait... il a été démontré depuis longtemps que pour avoir une action convergente, il faut un minimum de coordination, il faut un minimum de compréhension mutuelle. Il faut... vous savez qu'il y a plus de 200 conflits sur la question de l'eau dans le monde. Plus de 200. Alors, vous n'êtes pas si marginal que ça. Et demain matin, sur la même question, des pays comme le Canada et les États-Unis, attendons que les fermiers qui sont en train de mourir carrément et qui ne produisent plus aux États-Unis disent aux copains du Canada, vous avez de l'eau. S'il vous plaît, venez arroser nos plantes. Ça va poser des questions de cette nature-là. Et là, qu'on soit dans le sud, dans le nord, en est ou en ouest, la modalité va être différente, mais le fond est le même. Alors, ce qu'on a fait après avoir baigné dans cet art et dans cette culture, vous savez ce qu'on a fait? On a lancé l'idée d'un passeport bleu. Oui. Alors, le passeport bleu, c'est quoi? C'est tout simplement de cultiver le sentiment d'appartenance au territoire. Et là, vous partez du bassin versant, c'est cela. Et donc, le passeport bleu, il est émis, il fait tomber toutes les frontières classiques.
si j'habite au bord du Rhin. Classiquement, je suis en Allemagne, en Suisse, en France, au Luxembourg. Mais il y a un élément unitaire, c'est la même eau. Et si moi, comme Suisse, comme Sandoz par exemple, il m'arrive un pépin, eh ben, la France, l'Allemagne, jusque la Hollande, tout est pollué. Alors donc, ce sentiment d'appartenance à un bassin, on a tous les pieds dans l'eau et on est interdépendants. Et ça parle. Parce que le pêcheur, lui qui a comme, je prends un exemple, qui est un usage, okay, qui lui n'a plus de poissons, eh ben, il faut qu'il remonte dans tout le bassin de savoir pourquoi il n'y a pas de poissons. Vous voyez, sur des... Donc vous pensez que la solution viendra d'une prise de conscience locale, c'est-à-dire qu'on... La solution, définitivement, aussi longtemps qu'elle n'est pas locale, elle sera incomplète. Mais elle ne viendra pas que du local. Elle viendra de ce camailleux des 33 réseaux, si je prends les Nations Unies. Ce n'est pas un groupe plutôt qu'un autre qui va. C'est cette fameuse capacité de converger sur un objectif, peu importe où je me situe dans la chaîne. Et c'est ça le véritable défi, il en est là. Et c'est dans ce sens-là que une autre idée qui nous a amené et sur laquelle on travaille avec ces films-là, vous savez, il y a un ensemble de ce que moi j'appelle des décideurs de l'ombre. Les décideurs dans l'ombre. Les décideurs dans l'ombre, ce sont des gens qui, dans différentes organisations ou ONG, travaillent sur une dimension et qui souvent répartissent l'argent et répartissent les moyens disponibles à travailler d'une façon convergente. Eh bien, ces gens-là, en général, ne sont pas touchés et sont loin des réalités. Et ces décideurs, et ce que j'appelle ces décideurs à l'ombre, nos actions de plaidoyer, par le biais du film ou par le biais de ce que mes collègues ont dit, je crois que c'est une cible très intéressante. Maintenant, c'est de savoir comment on peut se permettre d'aborder ces décideurs de l'ombre. Oui, parce qu'on revient, vous parliez, il faut une prise de conscience. Il faut une prise de conscience aussi au niveau du politique, mais il faut aussi des moyens. On revient toujours au nerf de la guerre, non ? De l'argent, de financer ce qui est nécessaire. Oui, alors par rapport à votre question, quelles sont les solutions ? Alors, à notre niveau, donc acteur humanitaire de terrain, on sent qu'il y a des solutions qui peuvent venir du niveau politique, en lien avec les niveaux économiques. On sent aussi qu'une prise de conscience citoyenne, d'où qu'elle soit, quelle qu'elle soit, peut aussi faire avancer les choses. Le point positif, c'est que techniquement, dans les réponses qu'on a à mener sur le terrain, on sait qu'elles existent et que les limites ne sont pas tant techniques que économiques au final. Donc effectivement, on a besoin de partenaires financiers. Mais en tout cas, nous, on craint que les crises augmentent, soient de plus en plus nombreuses. Et là, on ne rentre pas encore dans le plaidoyer autour des 2 degrés de réchauffement climatique. Mais si accord il y a dans quelques mois, il y aura des années et peut-être des décennies où il y aura une zone grise où on devra intervenir en attendant que les effets soient vraiment ressentis. Donc, pour nous, comment effectivement... Alors, s'il y a des décisions fortes qui sont prises pour lutter contre le réchauffement climatique et pour essayer de limiter les effets du changement climatique, on craint qu'il y ait encore de nombreuses catastrophes naturelles d'origine hydroclimatique qui appelleront des interventions de notre part et pour lesquelles on aura besoin de soutien financier pour être en mesure d'intervenir. Donc, ce qui est déjà le cas. Ce qui est déjà le cas, mais avec la crainte que ça s'accentue jusqu'à ce que les effets d'une prise de décision politique sur les fameux 2 degrés soient de fait effectives et visibles au niveau mondial. Oui. Et je tenais quand même, puisqu'il y a quand même des points positifs,
Et je voulais revenir sur la solidarité qui existe entre la solidarité internationale, les agences de l'eau qui financent des actions à l'étranger. Oui. Et en l'occurrence, l'agence Seine-Normandie, que vous ne vous étiez pas encore rencontrés, mais vous travaillez ensemble au Congo. C'est cela, est-ce que vous pouvez me... C'est exactement l'exemple parfait de ce qu'on peut faire ici pour aller aider dans des pays qui en ont besoin. Typiquement, il y a la loi Oudin-Santini qui permet aux agences de l'eau et plus largement aux collectivités de consacrer 1% de leur budget eau et assainissement à des projets de coopération internationale. Projet de coopération internationale, ça peut être de l'action humanitaire d'urgence, comme hier au Népal ou avant-hier aux Philippines, et aussi des actions qu'on peut mener dans des pays dont on ne parle jamais. Typiquement la République démocratique du Congo, où il y a encore un pays en guerre depuis une vingtaine d'années avec des millions de déplacés, et une maladie qui a disparu depuis bien longtemps chez nous, qui s'appelle le choléra. Et l'agence Seine-Normandie, comme d'autres agences de l'eau, nous permet de refaire un réseau d'eau d'une ville qui s'appelle Kalemi, sur le lac Tanganyika, qui est un des foyers du choléra. Voilà. Et c'est grâce à l'argent du contribuable français, puisque c'est de ça dont il s'agit, qu'on peut aller lutter contre le choléra à la racine dans des pays en guerre. Voilà. D'accord. Et tout à l'heure, vous me disiez qu'en fait, les agences de l'eau sont parfois beaucoup plus rapides et efficaces dans l'aide que des grandes instances internationales très lourdes à bouger. Effectivement, quand il y a une crise subite, ouais, c'est tout à fait vrai. Quand il y a une crise subite comme le Népal hier, c'était l'argent qu'on va aller chercher, c'est au niveau des donateurs particuliers, vous et moi, voilà. Et puis des grands budgets, on arrive à dégager auprès de nos partenaires qui sont bien souvent les agences de l'eau, des entreprises aussi, mais les agences de l'eau, les collectivités françaises et les agences de l'eau en particulier sont très très réactives. C'est-à-dire qu'en une semaine ou 2 semaines maximum, on peut avoir déjà un premier financement qui se dégage sur la base d'un projet, qui viennent ensuite auditer eux-mêmes sur le terrain, et ça on en est ravis parce qu'ils nous font partager aussi une expertise technique qui est très importante, parce qu'on parle de bassin versant. Il n'y en a pas qu'en France, il y en a dans le monde entier, on l'a dit avec le passeport bleu, c'est joli. Et donc on a des problématiques sur lesquelles des techniciens français qui ont l'habitude de travailler en Normandie peuvent aller venir au Népal demain ou aux Philippines ou pourquoi pas dans le Sahel. Et donc ça, c'est une des missions de l'agence de l'eau. Est-ce qu'elle va perdurer ? Oui. Enfin, il y a une loi qui s'appelle la loi Oudin-Santini qui autorise les agences de l'eau à consacrer jusqu'à 1% de leur budget. Alors pourquoi autorise ? Parce que les agences de l'eau, c'est un système qui est basé sur l'impôt. Et en principe, le principe, c'est que cet impôt qui est versé essentiellement par les consommateurs d'eau, puisqu'il y a une taxe sur la facture d'eau, le principe, c'est que ça retourne dans le bassin. Donc pour avoir le droit de sortir du bassin, il faut une autorisation législative qui nous a été donnée. Et donc, on peut consacrer jusqu'à 1% de notre budget. Alors, en général, on passe par des collectivités. C'est-à-dire qu'on va financer une collectivité qui a un projet, qui elle-même fait appel à des ONG. Et donc, il n'y a pas de problème. On prend quasiment tous les dossiers. Enfin, on prend tous les dossiers sérieux, les dossiers urgents, etc. Bon, ceci dit, nos ressources sont un petit peu en diminution actuellement. Oui, c'était l'objet de la question, en fait. Dans quelle mesure vous allez pouvoir poursuivre ? L'international n'est pas pour autant mis de côté. C'est-à-dire que l'international, donc les dossiers sont pris, et les dossiers prioritaires. Donc, comme nos ressources sont un peu moindres, on a mis en place des priorités donc, sur les actions en France. Et puis on va faire un peu pareil ici sur l'international. On mettra en place des priorités. En tout cas, pour l'instant, notre budget n'est pas sur le plan international n'est pas consommé en totalité. Donc il y a encore de la place pour de nouveaux projets. Bien. Voilà. Et alors, merci pour le satisfait sur la réactivité de la maison. Cet éclairage, mais qui existe. Merci. Et donc, le prochain grand rendez-vous, à ne pas manquer, Raymond Jost, au niveau du lobbying, c'est COP21 ? Oui, en partie, oui. Mais vous savez... Qu'est-ce qu'il faut obtenir ? Ce qu'il faut obtenir, c'est une mobilisation qui va au-delà du mandat, puis au-delà de la définition du réseau auquel vous appartenez. Et d'ailleurs, c'est un peu là, nous de l'étranger, de Montréal, du Canada, il y a des choses qu'on ne comprend pas en France. Alors que vous avez, ce qu'on sait, c'est que l'eau est aussi une question qui dépasse la technicité, qui vous mobilise. D'ailleurs, l'eau et la spiritualité, à ce que je sache, il
y a des liens. Donc l'eau est tellement présente dans toutes les sphères que pour avoir fréquenté le monde des agences et le monde en général, on voit dans les agences une certaine mobilisation qui dépasse la question technique. Vous avez plein de gens qui s'investissent dans leur boulot par, j'oserais pas dire par croyance, mais par conviction que l'eau est le pivot central. Donc ça, c'est une première chose. Alors ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on a cette richesse-là. On a des cadres législatifs, on a des savoirs en France, la gestion par bassin. Oui. Et ce qu'on entend et ce qu'on sait, c'est qu'à tous les X années, il y a le raz-de-marée de politiques qui prétendent, puis qui disent, ça, c'est pas votre mandat. Votre mandat, il doit être local, il est en France, et vous n'avez rien à faire à l'étranger. Ça nous plombe. On ne comprend pas, et on sait pertinemment qu'à chaque fois, c'est une énergie que les gens d'agence sont obligés de mettre pour pouvoir garder cette ouverture. Enfin, c'est pas croyable qu'ayant cette richesse-là, à tous les 5 ans, on pense que c'est demain matin les affaires étrangères, qui, parce qu'ils ont le mandat du mondial et de l'international, qui vont régler la chose. Donc, vous voyez, c'est réconforter ces personnes dans les différents leviers, parce qu'on a tous une partie du levier, là. C'est de conforter et de dire, écoutez, la cause de l'eau, elle est non seulement vitale, mais elle est espérante. Et dans l'espoir, mais en général, l'humain, il bouge. Mais là, le GIEC, déjà en 2008, donc le groupement d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, en 2008 disait qu'il fallait absolument, en axe de réflexion, changer fondamentalement l'usage et la conservation de l'eau. C'était en 2008. Oui. On est toujours au même point, non ? Il faut énormément de temps pour changer les choses et les mentalités. C'est pour ça qu'il faut aussi prendre aujourd'hui et dès maintenant. On parle du climat, mais un autre sujet de préoccupation tout aussi important, peut-être même plus encore, c'est la chute de la biodiversité qui est vertigineuse. Mais on continue à consommer de l'espace, on continue à aller prendre des ressources dans les endroits où il faudra les conserver, etc. Donc il faut parfois même des générations pour changer d'idéologie et de paradigme. C'est ça qui est... c'est notre réalité humaine, mais c'est ça qui est important, c'est qu'il faut vraiment dès maintenant s'y mettre, parce que c'est justement parce que ça se produira peut-être dans 10 ou 20 ans que c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, d'où l'importance de la réunion de décembre, de vraiment passer à l'acte, quoi, et pas juste de continuer à parler. À parler. Et il faut continuer donc à faire des beaux courts-métrages que tout individu n'hésite pas, que les RIEC soient diffusés dans un maximum d'endroits, c'est ça, pour toucher toujours plus de personnes et que ça devienne vraiment que ça rentre réellement dans la conscience collective. C'est un peu le fond du concept. C'est-à-dire que toute personne, surtout aujourd'hui, avec notre technologie de prise de photos, de films, etc., ça s'est démocratisé. Tout le monde peut se dire levier à travers l'image qu'il prend lui et qu'il met à disposition du plus grand nombre possible. D'accord. Je vous remercie. J'espère que l'année prochaine, Off-Cours aura plein de beaux courts-métrages sur la thématique de l'eau à présenter. Et je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Merci à Off-Cours et à l'année prochaine peut-être. Au revoir. Merci.